Bonjour, aujourd'hui on va commencer la série des travaux dirigés préparés conjointement par moi-même Rachid Smouni et le professeur Rachida El Yemeni. Donc on va commencer cette série-là par le premier exercice, tout en essayant de vous rappeler que la bonne lecture, la compréhension de l'énoncé, tout en essayant de le lier à ce que vous avez vu au niveau du cours. Et la réponse, bien sûr, sera construite à travers ce lien-là. Donc le premier exercice, un pépiniste conditionne des bulbes de fleurs. On conviendra qu'un bulbe germe s'il donne naissance à une plante qui fleurit. On considère que le pépiniste dispose d'un très grand nombre de bulbes et que la probabilité qu'un bulbe germe est de 0,3. Il prélève au hasard 15 bulbes de ce stock. On note x, la variable aléatoire correspondant au nombre de bulbes qui germent. Quelle est la loi de probabilité de x? Deuxième question, quelle est la probabilité qu'exactement 3 bulbes choisis germent? Quelle est la probabilité qu'au moins 13 bulbes germent? Je crois que vous avez eu la série il y a plus d'une semaine. J'espère que vous avez lu et essayé de répondre à ces exercices-là qu'on traitera ensemble. Donc la bonne lecture et la compréhension des données. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce qu'on a mis à votre disposition? On a mis à votre disposition un certain nombre d'informations qui va être exploité pour essayer de répondre aux 3 questions. Au niveau de la question, donc la loi de probabilité de notre variable aléatoire, on a cette probabilité qu'elle est égale à 30%, donc la probabilité elle est constante, notre taille d'échantillon elle est de 15, l'événement étudié correspond bien sûr à la variable aléatoire, c'est-à-dire que bien sûr l'événement germer ou ne pas germer. Donc on a 2 résultats qui sont mutuellement exclusifs et contradictoires. On a une probabilité constante et donc on appliquera directement les conditions de la loi binomiale de paramètres n et p. N c'est la taille de l'échantillon et p c'est la probabilité de réalisation de notre variable aléatoire. Donc les conditions d'appliquer la loi binomiale sont réunies et donc notre variable aléatoire suit une loi binomiale de n et p. Pour essayer de calculer la probabilité d'avoir exactement 3 bulbes qui vont germer, c'est tout simplement en appliquant notre critère ou la formule mathématique de la probabilité de la loi binomiale. Probabilité pour que x est égal à k, c'est la combinaison de k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. 1 moins p, c'est la probabilité, bien sûr, opposée à la probabilité p. Donc 1 moins p, c'est q long. En appliquant cette formule, on aura une probabilité de 17% de chance d'avoir exactement 3 bulbes qui vont germer. C'est une application directe de la formule de la loi binomiale. Troisième et dernière question. Quelle est la probabilité d'avoir au plus 3 bulbes qui germent? C'est-à-dire au maximum, on aura 13 bulbes qui vont germer. Donc avoir moins de ce nombre-là, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 13. On ne peut pas la calculer directement, donc on va calculer sur une opposé. C'est 1 moins probabilité de x est supérieur strictement à 13, qui est égal à 1 moins probabilité lorsque x est égal à 14, plus la probabilité pour x est égal à 15. En appliquant bien sûr la formule classique de la loi binomiale. Et donc, c'est 1 moins combinaison de 14 parmi 15, 3 à la puissance 14, 0,7 à la puissance 1, 15 moins 14, plus la probabilité, bien sûr plutôt la combinaison de 15 parmi 15, P qui est égal ici à 0,3 à la puissance 15, 0,7, 15 moins 15 qui est égal à 0.
Donc on aura une probabilité de presque 100%, donc 99,99% de chance pour avoir exactement 13 bulbes choisis qui vont germer. On passe au deuxième exercice. L'énoncé suivant. Dans la ville de Casablanca à 18 h, le tram arrive à la station arrêt des facultés. On note les variables aléatoires ci-dessous. On a 3 types de variables aléatoires, z, x et y, et une nouvelle variable aléatoire n. Donc z, c'est la variable aléatoire définie comme le nombre de voyageurs arrivant par ce tram, qui va suivre une loi normale de paramètre m qui est égal à 100 et l'écart type est égal à 5. Le nombre de voyageurs qui montent dans le train, c'est la variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètre m qui est égal à 40 et d'écart type est égal à 3. Y, le nombre de voyageurs qui descendent de ce tram qui suit une loi normale de paramètre n qui est égal, plutôt m qui est égal à 30 et l'écart type qui est égal à 4. La variable aléatoire grand N comme étant le nombre de voyageurs qui repartent avec ce tram. Question. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire grand N? Déterminer le nombre K tel que la probabilité pour que ce N soit compris entre 0 et K est égale à 0,99. Calculer la probabilité suivante, la probabilité pour que n soit inférieur ou égal à 90. Donc la bonne lecture, la compréhension va vous permettre en quelque sorte de répondre facilement aux questions. Puisque la nouvelle variable aléatoire grand N va être définie à partir des sous-variables aléatoires Z, X et Y. Avec bien sûr la variable aléatoire n, le nombre de voyageurs qui repartent avec ce tram, va être calculé facilement et logiquement. Le nombre de voyageurs qui arrivent dans ce tram qui est z, moins y qui est la variable aléatoire définie comme étant le nombre qui descendent de ce tram, et x comme étant le nombre de personnes qui repartent avec ce tram. Donc n est égal x plus z moins y. Donc le nombre de personnes qui arrivent, moins les personnes qui descendent, plus les personnes qui montent. Et donc il va partir avec la valeur n, ou là le nombre n. Donc cette nouvelle variable aléatoire, elle est composée de sous-variables aléatoires. Donc on va calculer et appliquer les critères de l'espérance. Donc c'est l'espérance de n est égale à l'espérance de cette nouvelle valeur n qui n'est autre que z plus x moins y. Donc l'espérance de la somme est égale à la somme des espérances, et le somme de l'espérance de la différence est égale à la différence des espérances, en appliquant bien sûr cette formule classique. Donc l'espérance, c'est l'espérance de z plus l'espérance de x moins l'espérance de y. L'espérance de z est égale à 100, l'espérance de x est égale à 40, l'espérance de y est égale à 30. Et donc, l'espérance de cette nouvelle variable aléatoire grand N est égale à 110. Donc, en moyenne, 110 voyageurs vont repartir avec ce tram. Si on répète l'expérience plusieurs fois. Donc, l'écart type, le calcul de l'écart type, bien sûr, tout n'oublions pas que les critères du calcul de la variance. Donc la variance de la somme est égale à la somme des variances et la variance de la différence est égale à la somme des variances. Donc c'est un critère qu'on a vu, qu'on a développé bien sûr pas mal de fois au niveau du deuxième semestre, ou là vous l'avez vu au niveau du deuxième semestre. Donc la variance de n est égale à la variance de z plus x moins y, qui n'est autre que la variance de z plus la variance de x plus la variance de y. Vous avez bien sûr les écarts types élevés au carré qui est égal à la variance. Donc 5 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré.
Donc la variance de cette somme-là est égale à 50. L'écart type, c'est la racine carrée de 50, qui n'est autre que la valeur 7, quelque chose. Donc 7 fois 7, c'est... Bon, c'est 7, quelque chose. Donc faites le calcul et vous allez avoir la valeur exacte. Donc ainsi, notre variable aléatoire va suivre une loi normale de paramètre 110 et un écart type est égal à 7, quelque chose. Donc c'est presque 7. Donc au niveau du calcul de la valeur de K, c'est en procédant à la formule classique du changement de valeur et d'origine. Donc on va déterminer une nouvelle variable aléatoire t, de telle sorte que t va être égal à n, qui est la valeur de la variable aléatoire, moins l'espérance sur l'écart type. Donc on va procéder à un changement de valeur et d'origine. La probabilité pour que n soit inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que le train va arriver avec moins de, c'est-à-dire des valeurs négatives en fait. Donc cette valeur, on va bien sûr démontrer que cette valeur va être égale à 0 dans la mesure où on calculera bien sûr cette probabilité qui va être égale à 0 en procédant au changement de valeur et d'origine de cette variable aléatoire. Donc on aura en fin de compte la fonction de répartition de K-110 sur 7 qui est égale à 0,99. Donc pour déterminer la valeur de K, on va procéder à la lecture inverse au niveau de la table, puisque vous avez cette probabilité, la fonction de répartition d'une valeur T qui est égale à 0,99. Donc c'est la valeur qui va se trouver à l'intérieur de votre table de la loi normale centrée réduite. Donc par lecture inverse, ligne, colonne, on va déterminer que la valeur 2,33, c'est la valeur qui correspondra à cette probabilité. Donc c'est la ligne, vous allez voir au niveau de la ligne 2,3, et la colonne correspondante à cette ligne, c'est 0,03. Donc on va déterminer la probabilité 0,99, c'est l'intersection de la ligne 2,3 et de la colonne 0,03. Et donc, pi de t qui est égal à pi de 2,33, donc t est égal à 2,33. Et donc la valeur de t ici, c'est K-110 sur 7 qui est égal à 2,33. Par interpolation linéaire, on va trouver que le tram va repartir avec 126 voyageurs. Au niveau de la deuxième question. Par rapport à la troisième question, pour le même procédé, on vous demandera de calculer la probabilité que la valeur de notre variable aléatoire va être inférieure ou égale à 90. Par changement de valeur et d'origine, donc n moins m moins l'espérance sur l'écart type est égal à t, va être inférieur à 90 moins l'espérance sur l'écart type. Par calcul direct et par lecture de la table d'une manière directe cette fois-ci, puisque vous allez chercher au niveau de la valeur 2,85. Vous allez chercher au niveau de la ligne 2,8, la valeur de t, et la colonne 0,05. Et c'est l'intersection de la ligne 2,8 et de la colonne 0,05. Vous allez trouver une probabilité qui est égale à 0,9978. Et donc 1 moins cette valeur-là va vous donner la probabilité d'avoir moins de 90 voyageurs qui vont repartir avec ce tram. Donc c'est presque 0,22% de chance. C'est clair? On passe à l'exercice suivant. Donc un constructeur de composants produit des résistances. La probabilité qu'une résistance soit défectueuse est de 0,25 dans un lot de 60 résistances.
question. Donnez la loi de probabilité de la variable aléatoire x, définie comme étant le nombre de résistances défectueuses. Deuxième question. Donnez ou calculer ses caractéristiques, à savoir l'espérance et la variance de cette variable aléatoire qu'on va définir. Par quelle loi peut-on l'approximer? Quatrième question. Quelle est la probabilité d'avoir un certain nombre de sous-questions, au plus 16 résistances défectueuses, au plus 12 résistances défectueuses, au moins 20 résistances défectueuses, entre 12 et 16 résistances défectueuses. Cinquième question. Trouvez le nombre K de résistances défectueuses telle que la probabilité pour que X soit inférieure à cette valeur K est égale à 0,8413. Probabilité pour X soit inférieure à K, cette fois-ci, est égale à 0,1587. Probabilité pour X supérieur ou égal à K, cette fois-ci, est égale à 0,04947. Sixième question. Trouvez le nombre K de résistances défectueuses telle que la probabilité de la valeur absolue de X moins E de X, il est inférieur à une valeur K, qui est égale à une probabilité de 0,975. Donc j'espère que vous avez relu, que vous avez compris, essayé de comprendre les éléments qu'on met à votre disposition, en essayant bien sûr à réfléchir avec la manière avec laquelle vous allez résoudre ces questions-là, en le liant par rapport à ce que vous avez au niveau de votre cours. Donc la loi de probabilité de notre variable aléatoire définie comme étant le nombre de résistances défectueuses, comme vous allez voir que cette variable aléatoire, il a une taille, il a une probabilité qui est constante, et les résultats liés à cette variable, donc l'événement étudiant en fait admet deux résultats qui sont mutuellement exclusifs et sont contradictoires, soit que le produit il est défectueux ou non. Et la probabilité, on a vu qu'il est toujours de 25%. Donc ce sont les conditions, les critères pour définir une variable aléatoire binomiale de paramètres n, qui est ici la taille de l'échantillon, et p, la probabilité de réalisation de cette variable aléatoire qui est égale à 25%. Donc x va suivre une loi binomiale. À partir de là, on calculera bien sûr les paramètres de cette variable aléatoire, à savoir l'espérance, qui est n fois p, n taille d'échantillon p, probabilité de réalisation. Donc on a une espérance de 15, avec bien sûr n écart type, c'est n fois p fois q long, qui n'est autre que 11,25. Et donc l'écart type, c'est la racine carrée de cette variance. Donc les paramètres de cette loi binomiale sont l'espérance de 15 et un écart type de 3,35 presque. Donc on a trois pièces qui sont défectueuses, qui est la dispersion liée à cette espérance. Au niveau de l'approximation, donc, quels sont les critères qui vont nous permettre d'approximer une loi? Dans notre cas ici, approximer une loi binomiale par une loi normale. Donc la taille de l'échantillon il est suffisamment important, qui dépasse 30. La probabilité elle est en fait moyenne, ou là il est comprise entre 0,1 et 0,9. Et l'espérance qui dépasse la norme 5. Donc les trois conditions, les trois critères qui vont nous permettre d'approximer la loi binomiale par une loi normale sont réunis. Donc cette nouvelle loi normale va être caractérisée par son espérance m et son écart type qui est la racine carrée de la variance. Dans notre cas, m est égal à 15, donc l'espérance mathématique, et l'écart type est égal à 3,354. Donc pour calculer un certain nombre de probabilités de cette variable aléatoire, x inférieur, la probabilité pour que x inférieur ou égal à 16, et donc on pourra, pour qu'on puisse exploiter la table de la loi normale centrée
réduite, faire un changement de valeur et d'origine, et donc x moins l'espérance divisée par l'écart type qui est égal à cette nouvelle variable t qui va suivre nécessairement une loi normale centrée réduite, inférieure ou égale à 16 moins l'espérance divisée par l'écart type. Donc on aura une valeur de 0,298. Donc la fonction de répartition par lecture directe va nous permettre de trouver une valeur qui est égale, ou là, une probabilité qui est égale à 0,6179. Ça veut dire que 61,79% de chances pour que le nombre de résistances défectueuses soit inférieur ou égal à 16 pièces. C'est pareil au niveau de la question B. Au plus 12 résistances, donc c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 12, par le même procédé, par la même démarche, changement de valeur et d'origine, x moins l'espérance divisée par l'écart type qui deviendra t, qui est la nouvelle variable aléatoire normale centrée réduite, et par lecture de la table, on va trouver une probabilité de presque 46% de chances pour que le nombre de résistances défectueuses soit inférieur ou égal à 12 pièces. C'est pareil pour cette question-là. Au moins 20 résistances sont défectueuses, c'est-à-dire au moins, c'est-à-dire le minimum de résistances défectueuses pour ce cas-là. C'est la probabilité pour x soit supérieure ou égale à 20. La fonction de répartition nous donnera la probabilité pour x inférieure ou égale à t. Et donc ici, on procédera par calculer la valeur inverse, c'est 1 moins probabilité pour x soit inférieur ou égal à 20. Par même procédé, par même démarche, changement de valeur et d'origine, on va trouver une probabilité qui est égale à 6,69% de chance pour que le nombre de résistances défectueuses soit inférieur ou égal à 20 pièces. Avoir entre 12 et 16 résistances défectueuses, c'est la probabilité pour que x soit comprise entre 12 et 16 par le même procédé, par la même démarche. On va déterminer à partir de la lecture de la table et en procédant au calcul nécessaire, on aura une probabilité de 18,15% de chance pour que le nombre de résistances défectueuses soit compris entre 12 et 16. Cinquième question, on vous demande de calculer cette fois-ci la valeur K, le nombre de résistances défectueuses, à partir de la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à K qui est égal à 0,8413. Donc, procédez par cette fois-ci lecture inverse, puisqu'on vous a donné la probabilité ou la valeur lue à l'intersection des lignes colonnes de notre loi normale. Par procédé de changement de valeur et d'origine, on calculera, bien sûr, par le biais de la fonction de répartition et en, bien sûr, faisant recours à la table de la loi normale centrée réduite, la valeur à laquelle correspond la probabilité 0,1413, c'est la fonction t qui est égale à 1. Donc, pi de la valeur recherchée est égal à pi de 1. Donc, par interpolation linéaire, par calcul de la valeur de K, on trouvera que pour que la probabilité soit inférieure ou égale à K, pour qu'il soit égal à 0,1413, donc K va être égal ici à 18, bien sûr, résistance défectueuse. Cette fois-ci, lorsque la probabilité n'est pas lue sur la table, donc la probabilité pour que x soit inférieur à y qui est égale à 0,1587. La table, cette valeur-là ne va pas se trouver sur la table puisque la table va
lorsque k est égal à 0, notre fonction de répartition est égale à 0,5. Donc, puisque cette valeur-là ne va pas se trouver ou là n'est pas trouvable au niveau de la table de la loi normale centrée réduite, ça veut dire que la valeur de k est négative. Donc, la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à k, qui est égal à 0,1587, n'est pas lisible sur la table. Donc, on va procéder au calcul de la valeur complémentaire. On va dire que cette valeur-là devrait être nécessairement négative. À partir de là, et par lecture inverse, quelle est la valeur qui correspond à la probabilité 0,413 par lecture inverse? On va chercher au niveau de la ligne et au niveau de la colonne quelle valeur de t va correspondre à cette probabilité. Donc on va chercher, on trouvera que pour t qui est égal à 1, et donc par interpolation linéaire, on va déterminer la valeur de notre question. Donc k qui est égal à 12, c'est le nombre de résistances défectueuses auquel correspond la probabilité de 15,87%. Ici, on vous demandera de calculer la probabilité pour que x soit supérieur à k qui est égal à 0,04947. Par le même procédé, par la même démarche, cette valeur-là ne va pas se trouver sur la table et donc on va calculer son complémentaire à partir de là et à partir de la lecture inverse de notre fonction de répartition. On déterminera facilement la valeur recherchée qui est égale ici à 22. Pour le même procédé par lecture inverse et en essayant de calculer le complémentaire de la valeur demandée. Au niveau de la 6e question, donc c'est une application de ce qu'on appelle l'inégalité du Guénémet-Tchivitchev, qui est une probabilité de la valeur absolue de l'écart entre la variable aléatoire et son espérance, qui est inférieure ou égale à k. Cette probabilité est égale à 0,975. Donc en faisant bien sûr la démarche nécessaire et en essayant en quelque sorte de déterminer la nouvelle variable aléatoire t qui n'est autre que x moins l'espérance sur l'écart type, va nous permettre de déterminer les valeurs extrêmes de notre inégalité, tout en calculant ces valeurs-là et à partir de la table de la loi normale centrée réduite et à partir de la lecture inverse, on déterminera par interpolation linéaire les valeurs ou la valeur recherchée ou la valeur demandée. Donc le même procédé qu'on a pu suivre au niveau des questions précédentes, par un simple calcul, un simple développement, bien sûr. Donc ici, k est égal à 8, et donc la probabilité pour que la variable aléatoire s'écarte de son espérance mathématique, pour que cette valeur-là soit égale à une probabilité de 97,5, la valeur recherchée, elle est égale à 8 résistances défectueuses. Passe 4e exercice. La consommation annuelle du sucre par ménage d'une population de taille n est égale à 500 et voisine de 50 kg avec un écart type de 5 kg. On prélève au hasard un échantillon de 100 personnes. À quelle loi obéit la quantité, cette fois-ci x bar, qui est la consommation moyenne du sucre de l'échantillon? Donc c'est une moyenne des moyennes des valeurs correspondantes. Deuxième question,
indiquer les paramètres de la moyenne X bar si le tirage est non exhaustif. Troisième question, calculer la probabilité X bar inférieur ou égal à 51. Supposons cette fois-ci que le tirage est exhaustif. Reprenez la question 2. Donc, réponse aux questions, puisque cette fois-ci, à partir des données qu'on a mis à votre disposition, et à partir, bien sûr, de la théorie de l'échantillonnage, la loi de la moyenne des moyennes X bar, c'est-à-dire qu'on a pris des échantillons et on a calculé la valeur, les paramètres de chaque échantillon, à savoir la valeur moyenne, la proportion, l'écart type ou la dispersion en quelque sorte. On sait que l'écart type de la population, ici dans ce cas-là, il est connu, donc l'écart type de la population, il est égal à 5 kg. En plus, la taille de l'échantillon est égale à 100 qui dépasse 30. Donc, notre variable aléatoire, la moyenne des moyennes ou la distribution d'échantillonnage des valeurs moyennes, va suivre une loi normale de paramètres M et l'écart type, bien sûr, de la distribution de l'échantillonnage, c'est l'écart type de la population sur la racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc, si par changement de valeur et d'origine, donc la valeur t va être égale à x bar moins l'espérance mathématique de la variable aléatoire x bar sur l'écart type ici de la distribution d'échantillonnage, qui va nécessairement suivre une loi normale centrée réduite comme on a vu auparavant. Donc, si le tirage, cette fois-ci, il est non exhaustif, ça veut dire que le tirage est avec remise. On a vu que lorsqu'on procède à un tirage avec remise, la caractéristique principale, ça veut dire que la probabilité ne change pas. Comme si on a une urne dans laquelle on a un certain nombre de boules. Si on tire et si on remet la boule, donc le nombre de boules ne va pas changer et donc la probabilité va rester constante, quel que soit l'ordre ou le nombre de tirages. La théorie de la distribution d'échantillonnage nous permettra de déterminer que l'espérance de la moyenne X bar n'est autre que la moyenne de la population. Et l'écart type de la distribution d'échantillonnage n'est autre que l'écart type de la population sur la racine carrée de n. Dans ce cas-là, c'est 5 sur la racine carrée de 100 qui est égal à 0,5. Donc la distribution d'échantillonnage de la valeur moyenne va suivre une loi de paramètres M et d'écart type 0,5. Donc pour calculer ces valeurs-là, et donc par le même procédé, on déterminera la probabilité que la moyenne des moyennes est inférieure ou égale à 51 par changement de valeur et d'origine en prenant en considération les paramètres de cette nouvelle variable aléatoire qui est la distribution de l'échantillonnage des valeurs moyennes, c'est 51 moins la valeur, l'espérance mathématique sur l'écart type. Par calcul, bien sûr, et en faisant appel à la table de la loi normale centrée réduite, la valeur de la fonction de répartition de la valeur 2 correspond à la probabilité 0,9772. Donc la probabilité pour avoir moins de 51, c'est-à-dire x bar est inférieur ou égal à 51, elle est égale à 97,72% de chances pour que la moyenne de l'échantillon ne dépasse pas les 51 kg. Si cette fois-ci le tirage est exhaustif, ça veut dire que le tirage est sans remise. C'est-à-dire je tire une boule dans l'exemple précédent et je ne remets pas la boule tirée. Donc je le mets de côté. Donc si on a par exemple 20 boules dans cette urne-là, le premier tirage
on va tirer une boule et la remettre. Le deuxième tirage, on aura moins de nombre de boules. Donc on aura 20 moins 1, c'est 19 boules. Troisième tirage, on aura 18, etc. Donc, est-ce que la probabilité, si le tirage est sans remise, restera constante? Non. Donc, chaque tirage, on aura une probabilité qui correspond à l'ordre du tirage. Donc, la probabilité va bien sûr changer d'un tirage à l'autre. Donc, pour l'espérance, il n'y a pas de changement. Par contre, pour la variance, on va bien sûr prendre en considération ce qu'on appelle le taux d'exhaustivité qui est égal, dans notre cas, si n moins n, petit n qui est la taille du échantillon, sur grand N moins 1. Et on aura un écart type qui prend en considération le mode de tirage, et on aura cette fois-ci un écart type qui est égal à 0,447. Pour un tirage avec remise, on a donc un écart type légèrement supérieur à celui du mode de tirage sans remise. Au niveau du cinquième et dernier exercice, qui est lié cette fois-ci à la distribution d'échantillonnage, donc c'est le même type d'exemple d'application qu'on a traité au niveau du cours que je vous ai envoyé. Donc on considère une population constituée de 5 éléments. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire plutôt tous les échantillons aléatoires de taille n égale à 2. Donc on va constituer des sous-échantillons de taille égale à 2 à partir de cette population. Sachant que le tirage est non exhaustif, donnez la loi de probabilité des estimateurs de la moyenne et de la variance de la population. Étudiez les propriétés de ces estimateurs. Deuxième question. Supposons maintenant que le tirage est exhaustif, donnez la loi de probabilité des estimateurs de la moyenne et la variance de la population. Étudiez les propriétés de ces estimateurs. Donc ici, on a en fait une population composée de 5 éléments. À partir de cette population, on va constituer des échantillons de taille 2. Et on est sûr à déterminer les valeurs ou les paramètres de la distribution d'échantillonnage, et on pourra calculer directement les paramètres de cette variable aléatoire à partir des données de la population. Donc on aura 25 échantillons à constituer ou à composer au niveau de la deuxième colonne. On va calculer la valeur moyenne de chaque échantillon. Donc pour le troisième colonne, donc l'échantillon 1, 1, on aura 1 plus 1 divisé par 2. Donc c'est la valeur moyenne. Pour le deuxième échantillon 1, 2, on aura 1 plus 2 divisé par 2, c'est 1,5. Etc. jusqu'au 25e échantillon. Pour l'écart type, bien sûr, la variance, et pour la variance de l'échantillon. Par le même procédé, on calculera la variance au niveau de l'échantillon et la variance au niveau de la population, comme on va bien sûr vous donner ici sous forme de valeur de calcul. Pour la moyenne des échantillons, pour la variance des échantillons et pour la variance de la population, on calculera à partir de notre population 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va voir que la distribution d'échantillonnage des valeurs moyennes va nous permettre de calculer directement et estimer l'espérance mathématique de la distribution d'échantillonnage de la valeur moyenne n'est autre que la moyenne de la population. L'écart type ou la variance, c'est à partir de la variance de la population sur n, ou tout simplement, c'est l'écart type de la population sur la racine carrée de n.
Donc, toutes ces démarches-là, c'est pour vous montrer en quelque sorte qu'on pourra calculer les valeurs à partir de la distribution d'échantillonnage et facilement et les estimer par la suite lorsqu'on procédera à la théorie de l'estimation. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie vous sera communiquée la semaine prochaine au niveau, bien sûr, des exercices restants de cette première série. Je vous remercie, je vous demande bien sûr de faire un effort au niveau des exercices restants au niveau de la série. Et à la prochaine, bon courage.